La première, c'était quelle est votre première impression par rapport à cette œuvre? C'est souvent ce qu'il faut se poser quand on arrive dans une exposition ou quand on est face justement à une œuvre. Quelle est ma première impression? Ensuite, la deuxième question, c'était mettre des mots, des verbes sur cette œuvre. Quels sont les mots qui vous viennent à l'esprit, directement, sans filtre? Et la troisième question, c'est qu'est-ce qui vous intrigue le plus dans cette œuvre? Alors ça vient compléter la première question, votre première impression, et finalement c'est une réflexion sur cette première impression. Qu'est-ce qui vous frappe? Qu'est-ce qui vous semble différent donc d'autres œuvres que vous avez vues auparavant? Et enfin, la dernière question, qui est très variable, il y a des fois où on ne trouve aucune réponse, mais généralement on arrive à y répondre, c'est pouvez-vous raconter une histoire à partir de l'œuvre que vous voyez? Donc voilà, je vous ai fait faire le jeu, maintenant c'est à moi de le faire également. La première œuvre, vous vous rappelez, c'était une œuvre de Jean-François Millet, un peintre normand, bas-normand, du Cotentin, qui est né à Cherbourg, et qui occupe, sa carrière occupe, on va dire, la moitié donc du 19e siècle, jusque vers 1870. Jean-François Millet, c'est un peintre qui est assez méconnu en France, mais qui est presque plus connu aux USA. En Amérique, c'est un peintre qui est adulé, qui a servi d'exemple à de très nombreux peintres américains. On verra pourquoi, peut-être dans un autre cours par la suite. Donc, on regardait l'Angélus de Jean-François Millet. Vous vous rappelez, on le voit, ça représente un couple de paysans qui sont en prière au milieu de leur champ. Ils ont tout laissé tomber et ils disent la prière parce qu'ils ont entendu à la cloche de l'église qu'on voit au fond du tableau. C'est le village qui est là-bas, c'est la France rurale. N'oubliez pas, c'est le milieu du 19e siècle. Et alors pour moi, je joue le jeu. Première question, ma première impression. Au premier abord, cette œuvre me semble très sage, très classique. Et j'ai l'impression d'une scène religieuse. C'est presque du sacré. Bon, il y a la prière, bien sûr, mais pas que. Il y a cette impression de halo, il y a cette impression d'une lumière très particulière, cette église au fond. Bref, je suis dans du religieux. Et au loin, donc, on voit aussi ce ciel donc, qui est magnifique, mais qui indique aussi le ciel sacré. Le bon Dieu, c'est lumineux là-haut, plus que sur terre. Deuxièmement, quels sont les mots que je trouverai sur cette œuvre? Alors, bien sûr, ce sont les mots qui sont inspirés à la fois par le sacré et par la terre, parce qu'on est avec des paysans, et il y a la prière. Donc c'est l'humilité, la patience, aussi la volonté de se soumettre à des forces supérieures, la dureté du travail. C'est tous ces mots qui me viennent à l'esprit, le travail donc que de la terre, travail. C'est ça qui est important, la patience, le travail. On est vraiment là, complètement à fond dans la parabole donc, du semeur. Alors, la troisième question, c'est qu'est-ce qui vous intrigue le plus? Alors, c'est sans doute la question qui peut être souvent la plus difficile, mais non, là, il y a vraiment quelque chose qui m'intrigue, c'est le contraste entre cette terre qui est plutôt sombre et qui porte les paysans et le ciel lumineux du soir qui rappelle donc le divin, c'est ce qu'on a vu. Mais là, vraiment, ce qui me frappe quand je regarde rapidement ce tableau, c'est ce contraste. Ensuite, pouvez-vous raconter une histoire? Alors, on sent le poids de la terre donc, sur ces paysans. Le recueillement qu'ils expriment montre aussi qu'ils cherchent à écarter famine, souffrance. Durant des siècles et des siècles, les vilains, les paysans, les gens de la terre, se tuent au travail, souvent pour des autres. Et là, on arrive
on arrive donc dans un siècle où ils continuent à se tuer au travail, mais c'est pour les fermiers, les métayers. Eux, ils ne sont que des métayers souvent. Et donc, je verrai une histoire à partir de ça, c'est presque du Zola. Et là, on n'est plus dans la métaphore agricole comme au début, on arrive dans la métaphore sociologique avec ces pauvres paysans qui luttent chaque jour pour essayer d'avoir peut-être une maigre récolte. Donc là, c'est l'histoire qui peut se mettre en place, c'est celle-là. Alors, l'œuvre numéro 2 est très différente, vous l'avez remarqué. Il n'y a pas de représentation, on n'est plus dans la beauté de représentation. Ma première impression, alors j'ai oublié de vous dire que c'est une œuvre de Willem de Kooning. C'est une œuvre qui a été faite vers la fin de sa vie, on va dire. Oui, c'est les dernières œuvres pratiquement. Il a été frappé d'Alzheimer donc vers la fin. Et là, on est vraiment sur une œuvre des années 80, et on est vraiment sur quelque chose de très particulier. Pourquoi ? Ma première impression, c'est un ensemble assez anarchique, où domine la couleur jaune. Mais le blanc existe à l'appui du jaune, il est plus discret. Puis peu à peu, plus on regarde, et plus l'ensemble semble se structurer. C'est ça qui est assez étonnant dans cette première et deuxième impression, c'est que les formes apparaissent, et surtout le bleu apparaît après le jaune et le blanc. Donc voilà, c'est cette progressivité d'entrer dans l'œuvre qui est ma première impression. Deuxièmement, les mots, les verbes que je peux mettre sur cette œuvre. Alors, sont des verbes, sont des mots, sont des verbes de mouvement. Il y a beaucoup de mouvements. Ça peut être un mouvement violent, une bagarre, une rixe, ou ça peut être un mouvement festif comme la danse ou un carnaval, etc. Et puis, oui voilà, fête et carnaval, danser, bouger, etc. C'est une œuvre qui est très chimique pour ça, parce qu'il y a ce mouvement qu'on retrouve même en deuxième réflexion. Ensuite, ce qui est étrange, ce qui nous interpelle, c'est que les formes sont apparues progressivement. C'est ce que je vous disais en deuxième ou première impression. Et c'est ça qui est la magie, donc, pour moi, donc, de cette œuvre, c'est que finalement, c'est une œuvre abstraite. Normalement, c'est que des formes un peu géométriques, avec des couleurs, mais non, il y a quand même notre envie de trouver de la représentation. C'est fou ce qu'en nous, la métaphore agricole demeure, persiste. Et donc, même si cette œuvre est chimique, il y a cette envie-là. C'est ça qui m'a le plus étonné. Ensuite, est-ce que je peux raconter une histoire ? Alors, bon là, c'est libre recours à notre imagination, ça dépend de chacun, mais là vraiment, pour moi, c'est une soirée déguisée avec deux danseurs principaux, un en jaune, allez, je me jette, c'est plutôt une femme, et un homme, une femme en blanc et un homme en jaune. Voilà ce que je vois. Et donc c'est une danse, ça peut être une danse festive, rituelle, enfin bref. Donc on peut imaginer toute une histoire qui part de là. Alors, la troisième œuvre. La troisième œuvre, c'est une œuvre qui est assez étonnante. C'est une œuvre de Jean-Michel Basquiat. Alors Basquiat, c'est un ovni, un météorite. Il fait partie donc du club des malheureux 27 ans. Il est mort trop jeune. C'est un artiste de rue au départ. Il signe ses œuvres, Samo, The Same Old Shit. Et donc, il s'exprime dans New York, dans les années 70-80,
Et il est remarqué par les peintres en vogue, dont les peintres du pop art, Andy Warhol, qui le prend un petit peu sous son aile, mais c'est pas facile non plus donc de prendre Jean-Michel Basquiat. Il est très libre, et il est très libre jusque dans son expression. On n'avait jamais vu ça. Et c'est un peu par lui et Keith Haring aussi, que l'art de la rue va rentrer dans les galeries. Et donc, vous voyez, sur cette œuvre, moi, la première impression, c'est un jeu d'enfant. Ça a l'air d'un jeu d'enfant, c'est à la fois grotesque, naïf, les couleurs m'attirent. Le jaune et le noir fonctionnent très bien ensemble. Donc ça, c'est ma première impression. Les mots qui viennent sont enfant, graffiti, mur et street art. Pour moi, le plus intriguant, quand je regarde cette œuvre, c'est le paradoxe d'un travail qui semble facile, enfantin. Tout le monde peut faire ça, c'est ce qu'on disait de Picasso par exemple, avec le côté marquant, important donc de cette œuvre. Ce naïf apparent, lorsqu'on l'examine un peu plus longuement, c'est pas si simple que ça, parce qu'il y a du sens qui apparaît derrière. Regardez ce noir qui est roi. Et ça va servir à ma réponse à la quatrième question. C'est une revanche pathétique, une vraie dystopie où le roi est noir et où son sourire est de façade. C'est un chef de gang triste peut-être, etc. Jean-Michel Basquiat nous dit que peut-être les choses vont se renverser, mais peut-être pas. Et donc, soit c'est de la dérision pour ce roi noir, soit c'est une vision d'avenir. Bref, c'est à nous d'écrire notre propre histoire avec la nôtre par rapport à ça. Donc voilà mes réponses. Maintenant, on peut aller peut-être un petit peu plus loin et voir dans chaque œuvre qu'est-ce qu'il y a derrière par rapport à notre grille de lecture, un petit peu rentrer dans les détails. L'Angélus de Millet, donc l'œuvre numéro 1, c'est une métaphore agricole à lui tout seul. C'est un tableau métaphore agricole. Donc on l'a vu, à la fois par le sujet choisi bien sûr, et surtout on trouve cette notion d'élévation qui est dans la métaphore agricole. Vous vous rappelez le divin, le sacré, on fait référence à Dieu, Dieu nous inspire, et là on pourrait croire que cette œuvre est profondément une métaphore agricole. La posture de prière donc des deux personnages, c'est l'humilité devant des forces supérieures, peut-être envers le savoir aussi. C'est comme l'acceptation d'un ordre établi, d'une hiérarchie. Ça, c'est vraiment très métaphore agricole. Mais avec un petit peu plus d'analyse, on peut rentrer un peu plus dans les choses et on voit finalement que on a le problème des paysans. C'était peu abordé. Et Millet, plus doucement, moins en rupture que Gustave Courbet, aborde des sujets de plus en plus familiers. Il le fait très différemment. Courbet, c'est un provocateur, il rentre dans l'art, enfin, donc ses œuvres sont militantes, c'est le réalisme. Là, Millet, c'est plus doux comme approche. C'est quelque chose où il veut parler de ceux dont on ne parle pas. Les petites gens, les gens de peu. Là, ce sont les paysans. Il va aussi l'aborder dans d'autres œuvres célèbres comme Les Glaneuses, etc. Donc là, on est presque dans la métaphore sociologique. On est vraiment sur des nouveaux sujets, sur des gens qui n'intéressaient pas la peinture, on l'a vu auparavant. Et donc il y a donc cet aspect métaphore agricole dans un premier temps, ça c'est évident, et cet aspect métaphore sociologique qui va apparaître tout doucement à notre esprit dans l'œuvre. Donc ça c'est l'un des aspects les plus importants de cette œuvre. Elle fonctionne comme ça sur ces deux niveaux-là. Alors, l'œuvre de Willem de Kooning, elle date donc de 1986, très exactement. C'est une flamboyance qui attire l'œil, et donc cette flamboyance, elle a été travaillée, préméditée. Les couleurs dans cette période-là, qui sont choisies par
de Koningue se ressemblent. Ils travaillent beaucoup sur le jaune, sur le rouge, sur l'orangé. Et donc cette flamboyance, elle est entretenue. Et ce mouvement aussi, c'est-à-dire qu'aucune courbe n'est vraiment là par hasard. Elle est chimique, c'est une œuvre profondément chimique par son apparence et sa conception. Il s'oppose au style par l'émotion, par le choc. Il mélange des formes géométriques, des courbes qui peuvent évoquer des paysages ou des personnages. Donc, il flatte un peu notre instinct conservateur, la métaphore agricole. Mais c'est juste en surface, c'est à peine effleuré. Sa recherche va puiser dans des assemblages de couleurs et de formes un petit peu à la Matisse ou à la Picasso parfois. Il aime nous émouvoir et que nous soyons perplexes, bouleversés. Donc là, c'est profondément chimique. Je vous dis, on effleure un petit peu la métaphore agricole, petite référence, mais c'est tout. Donc, essentiellement, métaphore chimique. L'œuvre de Jean-Michel Basquiat illustre énormément, à fond, la métaphore sociologique. Pourquoi ? Parce que ça évoque d'abord l'art de la rue. Un art que personne ne reconnaissait au début et qui était pour la plupart des gens mineur, sans intérêt. Et ce ne sont que certains artistes qui auront l'œil pour attirer notre œil sur ces œuvres-là. Ces œuvres, ça emploie des techniques de la rue, le graphe, le tag, etc. Les techniques sont simples. Quand il n'est pas dans la rue, Basquiat va ajouter des collages, des petits textes. Il travaille beaucoup sur donc que des techniques mixtes. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est le sujet. Là, dans cette œuvre, le sujet, c'est cette espèce de roi noir à New York. Est-ce que c'est l'artiste ? C'est une question qui peut se poser et qui est intéressante. C'est pour ça que c'est presque une mise en abîme. C'est moi, je suis peut-être un roi un peu triste, je suis peut-être le héros du jour, mais qu'est-ce qui va se passer demain ? Et on sait que demain, ça va être tragique puisqu'il va mourir donc que d'une overdose. Et en haut de l'œuvre, vous voyez, c'est écrit New Wave, la nouvelle vague. Est-ce qu'il se moque un petit peu de la nouvelle vague ou est-ce qu'il se moque de lui ? Il y a toujours cette dérision qui est très intéressante donc, chez Basquiat. Le choix des couleurs n'est jamais fortuit. Elles servent à alerter, à intriguer ou à faire passer des formes un peu plus rudes, un peu plus abruptes. Et donc le choix des couleurs est toujours un très bon attrape-œil. Ce qui est très fort chez Basquiat, c'est cette force. Avec quelques couleurs, il arrive à attirer toute notre attention. Alors, l'œuvre est quand même un peu chimique parce qu'elle fait référence à l'histoire, au mouvement des hommes, à l'évolution, mais donc elle est quand même très fortement sociologique. Maintenant, je vous avais dit, et je le répète, que essentiellement, vous avez vu ces œuvres, j'ai choisi exprès parce qu'elles sont très marquées, en gros, sur une métaphore. Mais souvent, vous aurez à affronter un problème de décryptage d'œuvres qui chevauchent plusieurs de ces métaphores. Là, je vous présente une œuvre qui s'appelle Les Constructeurs de Fernand Léger. Je l'ai choisie parce que c'est une œuvre qui arrive à une période clé, 1950, juste après la guerre. L'art change, l'art est bouleversé comme après chaque crise, et c'est une œuvre qui, de premier abord, a l'air plutôt chimique, il y a beaucoup de couleurs, mais il y a des personnages aussi. Donc, on quand même référence à la métaphore agricole, parce que on voit aussi que ça s'inscrit donc dans quelque chose qu'on construit. Le verbe construire est très important, c'est comme la germination, les graines qui poussent, le mouvement des hommes. Donc
malgré tout, on va partir de là. Il y a un premier début avec la métaphore agricole. Ça, il faut le comprendre parce que après va venir une référence profondément sociologique. On a les travailleurs. On est en 1950. Le Parti communiste est le grand parti et le vainqueur moral donc, de la Deuxième Guerre mondiale. Et donc le peintre Fernand Léger est un compagnon de route. La guerre est finie depuis 5 ans et à travers cette œuvre, il livre une œuvre qui met en valeur, qui glorifie la classe ouvrière. Et donc il fait son devoir de militant communiste. Et en même temps, vous voyez, cette œuvre pourrait parfois ressembler au réalisme soviétique, à des œuvres donc, de l'époque donc, de Staline. Mais là, je suis un peu méchant parce que on peut dire aussi qu'il y a quand même un bout de métaphore chimique parce qu'il emploie, et là sont des références à des grands anciens, il emploie les couleurs primaires chères à Mondrian. C'est un hommage aussi. Il a beaucoup aimé, il aimait beaucoup Mondrian et il rend hommage aussi au Bauhaus avec les formes géométriques, etc. Donc cette œuvre est complexe. Elle a l'air presque naïve au premier abord, mais quand on rentre dans l'œuvre et quand on analyse tous ces petits aspects-là, on obtient une œuvre complexe. Donc vous voyez, grâce à cette grille de lecture des 3 métaphores, normalement, peu de choses devraient vous échapper dans la lecture d'une œuvre. Voilà, donc j'espère que ça a bien complété le cours, l'intervention précédente, cher petit padawan, et j'espère que vous allez suivre le reste de notre aventure vers l'art contemporain. Merci à vous.